Welcome, Your Royal Highness. Welcome, Elisabeth Guigou, our distinguished keynote speaker of today. Welcome, Your Excellencies. Welcome also to our Mayor, Annemarie Pente-Strake. Welcome to our Regional Minister, Maarten van Gijns-Gijbels. And of course, a warm welcome to all our attendees here today. When I think back to the 1990s, it feels like yesterday, and yet ancient history at the same time. It was a decade of relative peace and prosperity, in which pop culture took flight and new genres of music like grunge, the rave scene and hip-hop, I see some people already nodding like, yes, that was then, emerged. And I'll get back to that in a moment. The rise of the World Wide Web brought about a revolution in information and communication, connecting cultures worldwide. And the early 1990s were also a period of immense historical importance and change, political change. And this is when Maastricht enters the stage, our beautiful city. European leaders met here in an atmosphere of post-Cold War optimism and a trans-European spirit of reunion. And together they agreed and committed to taking a next step in the process of European integration. And like no other treaty that we have, the Maastricht Treaty stands for the creation of the European Union. Now, like most treaties, the Maastricht Treaty has many fathers. Chancellor Kohl, President François Mitterrand, and Prime Minister Lubbers. But let's not underestimate the role of its mothers, too. As president of Maastricht University, it is my real great pleasure to welcome two grandes dames, who in their own right made a unique contribution to this European accomplishment. A contribution that paved the way for the Europe as we all know it today. Madame Elisabeth Guigou, our keynote speaker for the inaugural Princess Beatrix Lecture, and Her Royal Highness Princess Beatrix. It's the highest honor that she is gracing us with her presence here today and is also allowing us to use your name for this lecture. Your presence, both of our honorable guests and also other audience members, shows that the story of the Maastricht Treaty is not a side note in history. No, it's very much alive, arguably more than ever before. Now, Maastricht University, as what we call the European University of the Netherlands, together with our partners, the province of Limburg and the city of Maastricht, we are committed to the heritage and the legacy of the Maastricht Treaty. And together we founded Studio Europe Maastricht, which is a center of expertise, in 2018 created to position Limburg as a meeting place for citizen dialogue and debate, and also established a center of excellence for research on Europe and European integration. Now, in addition, this expertise that we unite here brings to life the legacy of the Maastricht Treaty. And I think also important to say, which since 2018 is also the proud holder of the European Heritage label. Now, this year we did not only celebrate the 30th anniversary of the treaty, but we also reflected on what 30 years of European cooperation have brought us, and also where it still falls short. Now, Studio Europe has organized a series of activities and events, from interactive lectures to critical debates, inspiring workshops and cultural exchanges. And the central question to all these events is, how do we pass on this very unique but fragile project to the next generation of Europeans? Now, this question will also be addressed today and will reoccur in future editions of the Princess Beatrix Lecture. Now, Maastricht might have had a role in making European history, but it also has a role to play
in making its future. And we take this role really very serious. Now, at the start of today's event, you all listened to Ode aan die Freude, Ode to Joy, performed by Luc van den Berg and Ildo Nanja. Now, this is not only the anthem of the European Union, but it's also the anthem of Maastricht University. It greatly symbolizes the European DNA of our university. And later on, Luc and Ildo will surprise us with a contemporary interpretation of a piece of music iconic to the early 1990s. A period in which music had an emerging influence on politics and often voiced concern for social issues and human rights. Now, again, I thank you all very much on behalf of the Executive Board of Maastricht University to be present here with us today. And I have to apologize myself. I have a funeral, so I'm going to run out of the church to be in time, which I find really a real pity, but funerals are never to be planned. So I explained to our honorary guest that I'm going to run out of the church. So thank you so much for being here. And I would now like to invite Professor Mathieu Segers to the stage, who will give an introduction to the background and the historical context of the Honorable Princess Beatrix Lecture. Thank you very much. Your Royal Highness, dear Excellencies, dear guests, and a very special welcome indeed to Mrs. Elisabeth Guigou, vraiment une femme politique européenne et illustre, who in a few minutes will deliver the first Princess Beatrix lecture. But please allow me first to give a brief introduction to this wonderful event and its historical background. The Princess Beatrix lecture is organized by Studio Europa Maastricht, as was told already by the president of the university, and Studio Europa does this in the name of the European Heritage Label bestowed upon the Treaty of Maastricht in 2018 by the European Commission and granted to the province of Limburg. From today onwards, the Princess Beatrix Lecture will be held annually. Dear guests, Princess Beatrix has been a staunch supporter of more European unity since the early days of the process of European integration. Already in 1961 in Toulouse, within the framework of the so-called European Working Group, the then 23 years old Princess of the Netherlands called for more action towards European unity. The Princess called for deeds to strengthen the credibility of the big words spoken in the name of the European ideal by so many politicians. Back then, Princess Beatrix voiced the concerns lingering in her generation of Europeans. Impassionately, she stated that the ideal of European unity needed action, just as it needs political and true action today. Over the years, Princess Beatrix's commitment to the European cause never waned. In 1984, she was the first crowned head of state to address the European Parliament. And in December 1991, she played a subtle but crucial role during the negotiations on the Treaty of the European Union here in Maastricht. And moreover, during the 90s, she acted as a loyal guardian of the Europe of European Union. To give you but one example of her impactful engagement in the European matters and high politics in those days. I take you back to early May in the year 1995, when the end of the Second World War was commemorated across Europe. On that day, Queen Beatrix traveled to Berlin, and Chancellor of Germany, Helmut Kohl, was delighted with the Dutch delegation, which, despite fierce anti-German sentiments surrounding the commemorations, had traveled to Berlin to attend the ceremony on the 8th of May. The 8th of May, a day super heavy with history, and nowhere was that particular day heavier with dark history than it was in Berlin. This trip of the Dutch Queen to Berlin on that day was by itself already a political act of historic proportions,
But the Queen Beatrix, together with Prime Minister Wim Kok, did not leave it at that. She moreover helped to ensure that the ceremony in Berlin was conducted in the German language. Chancellor Kohl was deeply impressed by this gesture, as he was also deeply impressed by how Queen Beatrix had publicly spoken about the Dutch war experiences, but also by her message that the people of the Netherlands also had to take responsibility for Europe's future, rather than simply blaming the Germans. The German Chancellor would never forget this act of European reconciliation, this act of European friendship, this sincere act of true translation. Dear guests, when in 1924, the great Austrian writer Joseph Roth was traveling to Russia and arrived in the city of Lemberg in western Ukraine, now called Lviv, he noted the following about this city in his diary. Lemberg, es ist die Stadt der verwischten Grenzen, a melting pot of European culture. If to anything, this city, where we are gathered here today, the city of Maastricht, belongs to this European regions of verwischten Grenzen, that deep common European culture of diversity, that Europe of washed away borders in a reality colored by the brute and bloody facts of geography and history. And just like the Lviv of Joseph Roth, Maastricht has been a place of connections and liaisons as of its first days of existence, a true hub in a trans-European way. A European meeting place, a crossroads, a place of trans-European connections, a place of intra-European transit. And as such, this city is an excellent house and home for the study and practice of Europe and European cooperation. But what do we mean by that? What is Europe? What is Europe? Few have posed this question, what is Europe, more provocatively than Margaret Thatcher did in 1988, in front of a shocked audience of Eurocrats at the Collège de l'Europe in Brugge, Belgium. There, Mrs. Thatcher cried this question, what is Europe? And the Iron Lady herself had a rather clear-cut answer to this question, and I quote her. These men, as Margaret Thatcher called her colleagues, head of state and government at the European summits. These men, all they do is anecdote away, never get down to business. End of quote. Dear audience, I promise you, we will not anecdote away today. Today, here in Maastricht, we will rely on analysis instead of anecdote. And what is more, we will rely on power women instead of men. Power women who were present at the creation of today's European Union, now 30 years ago. Power women who co-created today's European Union. Dear guests, before I end my opening words, I would like to cite one other power woman of European politics. During her impressive keynote speech at the occasion of the 25th anniversary of the Treaty of Maastricht, Federica Mogherini, then the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy, concisely summed up the grand ambitions which have been enshrined in the Treaty of Maastricht. And I quote Federica Mogherini, "The Treaty of Maastricht was a revolution. For the first time in the history of the world, building peace became the aspiration of an entire continent," unquote. In that lucky in-between of history in northwestern Europe, in which the Treaty of Maastricht was conceived and put in action, the period between the fall of the Berlin Wall and 9/11, our Western Europe seemed un-European, untroubled. This was a world of comfort, high Western hopes, EU enlargement, and even, although very fragile, European dreams. Yet it also was the climax of a time that now has vanished. But today's reality makes the words of Mogherini and the revolution of Maastricht she recalled more relevant than ever. I now gladly introduce to you a European power woman par exemple, Elisabeth Guigou, former French Minister of European Affairs, and in this capacity, Elisabeth Guigou was directly involved in the making of the Maastricht Treaty as the right-hand woman of the French President, François Mitterrand.
Later on, Elisabeth Guigou was served as the EP representative in the negotiations leading to the Treaty of Amsterdam in 1997. And she was, of course, Minister of Justice and Minister of Social Affairs during the presidency of Jacques Chirac. Dear guests, please allow me one anecdote to round off. An anecdote just to highlight the only possible answer to that anxious question of Margaret Thatcher in the run-up to what would become the European Union. What is Europe? Madeleine Albright, Minister of Foreign Affairs of the United States under President Bill Clinton in the years following the signing of the Maastricht Treaty, once gave a clear-cut answer to this question when she sighed, and I quote her, "To understand Europe, you have to be a genius, or French," end of quote. I now proudly give the floor to our distinguished keynote speaker of today, Ms. Elisabeth Guigou, to deliver the first Princess Beatrix lecture. Thank you very much. Votre Altesse Royale, Madame la maire de Maastricht, Monsieur le ministre régional, Monsieur le professeur, Mesdames et Messieurs les professeurs, Excellences, j'aurais dû commencer par ça, Monsieur l'ambassadeur de France, Mesdames et Messieurs, c'est évidemment pour moi un très grand honneur d'être invité ici par l'Université de Maastricht et par le Studio Europa à donner cette première conférence pour célébrer le 30e anniversaire du traité de Maastricht et évidemment, en plus, de donner cette conférence en la présence de son Altesse royale, la princesse Béatrix des Pays-Bas. Je veux dire que l'engagement personnel de la princesse Béatrix en faveur de l'Europe est resté gravé dans toutes les mémoires de celles et ceux qui ont eu le privilège de la rencontrer et à plusieurs reprises, notamment lors des visites fréquentes, je dois dire, pendant l'année, notamment 1989, du président Mitterrand ici à La Haye. Et c'est vraiment parmi les chefs d'État de l'époque, il est vrai que l'engagement personnel de la princesse Béatrix était particulièrement remarqué, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, monsieur le professeur. Vous savez que le président Mitterrand gardait un souvenir très ému du congrès de La Haye en 1948, il était jeune député, une trentaine d'années, à l'Assemblée nationale. Il avait été soldat pendant la guerre, prisonnier en Allemagne, évadé 3 fois, résistant, après avoir été vichiste comme beaucoup de Français. Et il gardait de ce congrès de La Haye un souvenir extrêmement ému. Il m'en a parlé de nombreuses fois en me disant « Vous rendez-vous compte que 3 ans seulement après la fin de la guerre, ces gens qui s'étaient entretués se mettaient là ensemble sous la présidence de Winston Churchill pour dire plus jamais ça. Et c'est vrai, Votre Altesse royale, que le discours que vous avez prononcé le premier jour du sommet de Maastricht, lorsque vous avez invité les chefs d'État et de gouvernement à déjeuner, ce qui était déjà un geste remarquable, ce discours ne laissait à votre Premier ministre, Ruud Lubbers, qu'une seule possibilité, et à ses partenaires aussi, il fallait réussir. C'est un ordre que vous leur avez donné à l'époque. Je veux saluer les personnalités néerlandaises que j'ai eu le privilège aussi d'approcher et qui ont joué à cette époque un rôle crucial. Je salue évidemment la mémoire de Ruud Lubbers, mais aussi de Wim Duisenberg,
de Wim Kok. Je n'oublie pas Pete Dankert, qui était mon homologue à l'époque. Nous avons travaillé ensemble combien de fois. Et je suis heureuse aussi de savoir que Onno Ruding, que j'ai eu l'occasion de revoir plusieurs fois ensuite, et M. Brinkhorst, de dire à quel point leur rôle a été important. Alors, pour comprendre l'importance qu'a représenté le traité de Maastricht, il faut d'abord savoir qu'il est le produit d'une longue histoire. Une histoire de retentissants échecs auparavant, mais aussi d'un grand succès qui était l'acte unique. Car lorsque Jacques Delors, qui venait d'arriver à la Commission européenne, a proposé l'acte unique au début de 1985, on sortait de plusieurs années d'une crise profonde, initiée par la Dame de Fer, Mrs. Thatcher, et c'était le sommet de Fontainebleau, sous la première présidence du président Hollande, qui avait trouvé, avec, je dois dire, l'aide de tous ses partenaires, qui avait au fond négocié le compromis qui avait permis de sortir de ce contentieux qui pesait sur toutes les affaires européennes. Et le président Mitterrand avait compté qu'il y avait 17 autres contentieux qui s'étaient cachés derrière ce contentieux majeur. Bon. Donc, à la fin du sommet de Fontainebleau, en 1984, François Mitterrand nous dit « Il faut désembourber l'Europe. Désembourber l'Europe. » À partir de là, Jacques Delors a proposé l'acte unique, et c'était évidemment très important parce qu'il s'agissait de quelque chose qui pouvait paraître anodin, c'est-à-dire de terminer l'application du traité de Rome, qui déjà prévoyait un marché commun et les 4 libertés. Liberté de circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et naturellement des services aussi. Et donc, cet acte unique, il a été négocié en un temps record, malgré l'opposition toujours de Mrs. Thatcher, mais aussi de 2 autres pays, la Grèce et le Danemark. Et c'est un traité très important parce qu'il prévoyait non seulement de terminer le grand marché, mais aussi il a initié des politiques communes qui étaient très audacieuses à l'époque, sur le plan social, sur le plan de l'environnement notamment, et d'inclure pour la première fois dans le traité européen la coopération politique en matière de politique étrangère aux côtés de la coopération économique qui avait prévalu depuis le début, d'où son nom d'acte unique. Et c'est l'adoption de l'acte unique, négociée en moins de 6 mois et adoptée à Luxembourg, qui allait débloquer la marche vers l'Union européenne. La France à Luxembourg n'avait obtenu in extremis qu'une mention succincte à l'écu, comme on appelait à l'époque la monnaie unique. Et j'étais assez déçue, et dans l'avion du retour, le président Mitterrand m'avait dit « Ne vous inquiétez pas, nous avons mis le pied dans la porte, et maintenant nous allons persévérer ». Et c'est effectivement ce qui s'est passé pour la France et pour le président Mitterrand. La prochaine étape était toute tracée. Le marché unique devait être couronné par la monnaie unique, qui était l'ultime étape de l'intégration économique, mais aussi qui, dans son esprit, devait être la première étape vers l'union politique européenne. Alors évidemment, je vous donne un point de vue français, donc je vous parlerai beaucoup de ce que j'ai pu vivre à l'époque aux côtés du président Mitterrand. Mais ne croyez pas que je sous-estime l'action de toutes celles et ceux qui étaient là, de tous les partenaires, il y en avait 12 à l'époque, qui ont fait ce traité. Les 2 années suivantes allaient être, après 85, allaient être consacrées à l'élargissement à l'Espagne et au Portugal, à la ratification de l'acte unique, aux négociations budgétaires, toujours très importantes, pour doubler les fonds structurels, et aussi à l'adoption des quelques 350 directives qui étaient nécessaires à l'application de l'acte unique
et que le commissaire européen compétent, Lord Cockfield, grand ami de Mrs. Thatcher, qui l'avait nommé là, avait présenté dans un livre blanc. Quand Mrs. Thatcher a entendu et a vu la liste du livre blanc, elle a fait cette remarque très acide à l'égard de Lord Cockfield, « He's gone native ». Alors, en tout cas, les années 88 et 89 vont être des années charnières. Dans un contexte très particulier, les révolutions en Europe centrale et orientale. Et là, on prend conscience que l'union politique devient plus urgente que jamais et que la monnaie unique est une étape indispensable qui n'amène pas automatiquement cette union politique, comme on l'a souvent dit à tort, mais qui est en tout cas l'étape par laquelle il faut passer. Le président Mitterrand est réélu président de la République française en mai 1988 avec une confortable majorité, et il a gagné cette élection sur l'ouverture vers le centre et sur l'Europe. Et il voulait que sa seconde présidence de l'Union européenne, profilée en 1989, marque un progrès décisif dans la construction européenne. Alors évidemment, le contexte européen renforçait cette volonté. Le président Mitterrand considérait que les révolutions naissantes contre la férule soviétique dans les pays d'Europe centrale et orientale étaient légitimes. Il avait acquis la conviction que M. Gorbatchev, qu'il avait rencontré pour la première fois en Union soviétique en 1984, alors qu'il n'était que le 17e dans l'ordre du Politburo, il était convaincu que M. Gorbatchev allait faire évoluer l'Union soviétique. Mais il était aussi inquiet, comme tous les dirigeants européens, de l'instabilité des menaces pour la paix de cette période de remise en cause des équilibres issus de la Seconde Guerre mondiale. Début juin 1988, quelques jours après sa réélection, le président Mitterrand rencontre à Évian le chancelier Kohl pour une réunion informelle. Et le président Mitterrand promet à ce moment-là au chancelier que la France lèvera la réserve qu'elle avait mise sur la liberté des mouvements de capitaux, à deux conditions: que le chancelier fasse adopter une directive sur un impôt minimum sur les revenus de l'épargne pour éviter que la liberté du mouvement de capitaux ne se produise par du dumping fiscal, et que l'Allemagne, surtout, accepte la création de la monnaie unique. À ces deux conditions, immédiatement, le chancelier Kohl a dit « Oui, François, je le ferai ». Et il l'a fait au Conseil européen de Hanovre quelques semaines après, en confiant à Jacques Delors la rédaction d'un rapport qui dira quel est le chemin vers la monnaie unique. Il faut voir la rapidité à l'époque avec laquelle ces choses se sont produites. Juin 88, le chancelier demande ce rapport à Jacques Delors. Jacques Delors réunit les banquiers centraux, très important, parce que naturellement, c'était eux qui étaient les plus contre la monnaie unique, qui impliquait la création d'une banque centrale européenne indépendante, évidemment, un certain effacement des banques centrales nationales. Donc il réunit principalement les banquiers centraux, d'autres responsables politiques, et le rapport est élaboré pendant le premier semestre 89 et adopté au Conseil européen de Madrid en juin 89 sous la présidence de Felipe González, lui aussi très convaincu de ce progrès. Et tout de suite après, en juillet 89, intervient la seconde présidence française de l'Union européenne. Le président Mitterrand était convaincu que c'était là qu'il fallait rendre ce processus irréversible. Et donc il annonce très vite à ses partenaires européens qu'au Conseil européen qui clôturerait la présidence française à Strasbourg, il poserait la question d'une date pour réunir une conférence intergouvernementale.
Le chancelier Kohl a été averti un des premiers de cette volonté. Je crois que le président l'a d'ailleurs mentionné lors des visites qu'il a réalisées à La Haye pendant ce semestre-là. Mais pour le chancelier Kohl, qui était très sincère dans sa volonté d'aller vers la monnaie unique, car il disait, au fond, ce sont les deux faces d'une même médaille, l'union politique. Et bon. Il avait néanmoins de gros problèmes de politique intérieure, car l'opinion publique allemande, évidemment, était réticente à avoir abandonné le Deutschmark, qui était devenu le drapeau, le symbole de la réussite, de la renaissance de l'Allemagne après la guerre, qu'au sein de sa coalition gouvernementale, son principal partenaire, qui était M. Theo Wegel, leader de la CSU et par ailleurs ministre des Finances, était très contre et qu'il s'appuyait sur un adversaire peut-être encore plus résolu, qui était le président de la Bundesbank. Donc, c'était une virulente opposition interne. Évidemment, le président Mitterrand comprenait ça très bien. Mais lui-même avait fait des sacrifices de politique intérieure quelques années auparavant. Et il avait dit au chancelier, je comprends vos difficultés, mais à Strasbourg, je souhaite que nous fixions une date pour le début de la conférence intergouvernementale. Comme vous avez des élections vers la fin, à l'automne 1990, nous pouvons très bien fixer cette date pour la fin de l'année 90. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Le chancelier a fini par accepter, non sans mal, mais a fini par accepter. Il faut dire que l'urgence était là. Quand les chefs d'État et de gouvernement se réunissent à Strasbourg, en décembre 1989, le mur de Berlin était tombé quelques semaines auparavant, le 9 novembre. Et on voyait se profiler, évidemment, elles existaient déjà, les soulèvements dans les pays d'Europe centrale et orientale contre la domination soviétique. Le président Mitterrand considérait que la réunification était un droit pour les Allemands. Mais cela devait se faire de façon démocratique, c'est-à-dire par un vote des Allemands de l'Est et de l'Ouest, et aussi de façon pacifique, c'est-à-dire avec l'accord non seulement de tous les États membres de l'Union européenne, mais aussi de l'Union soviétique et des États-Unis, qui restaient les puissances victorieuses de la guerre mondiale. Il faut se souvenir, il n'y avait pas eu de traité de paix. Alors, c'est au fond beaucoup plus là-dessus, sur les conséquences de la réunification allemande pour la stabilité en Europe, que sur la monnaie unique, puisque la question de la date était réglée le matin. Le soir, dans la conversation au sein du feu, au coin du feu, le chancelier Kohl a été vraiment soumis à une pression extrêmement forte de tous ses partenaires, car on voulait lui faire adopter un texte qui prenait l'engagement de l'intangibilité de la frontière Oder-Neisse qui séparait l'Allemagne de l'Est et la Pologne. Et le chancelier Kohl hésitait parce que, là encore, la CSU bavaroise, mais aussi l'opinion publique allemande, ne comprenait pas pourquoi on ne pouvait pas repousser cette frontière pour inclure dans la nouvelle Allemagne, dans l'Allemagne unifiée, les populations allemandes de l'autre côté de la frontière. Évidemment, ces frontières issues de la Deuxième Guerre mondiale étaient très injustes, mais le président Mitterrand considérait, et Mrs. Thatcher avec lui, et Giulio Andreotti, et c'était le raisonnement également de Ruth Luber, si je me souviens bien, que si l'on touchait à cette frontière, alors il y aurait un jeu de dominos partout en Europe, notamment dans l'Europe centrale et orientale, où coexistaient de multiples minorités. Et d'ailleurs, l'effondrement de la Yougoslavie nous montrera, dans les années qui ont immédiatement suivi, à quel point c'était une menace réelle. Donc, intangibilité des frontières et pas seulement inviolabilité. C'est ce principe de l'intangibilité des frontières qui avait
au fond, garantit la stabilité et la paix dans l'Europe de l'après-guerre, et c'est ce même principe que Vladimir Poutine a violé pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en envahissant la Crimée en 2014 et naturellement avec la guerre en Ukraine. Donc c'était des enjeux considérables, et finalement Horst Dietrich Genscher, qui était l'autre membre de la coalition libérale, a pesé aussi pour convaincre le chancelier. Ceux qui ont pris la parole ce soir-là, c'est Mrs. Thatcher de façon assez vindicative, comme elle faisait souvent, et aussi le Premier ministre italien, Giulio Andreotti, qui avait toujours une façon très épiscopale de parler, mais qui a dit la même chose. Voilà. Donc le président Mitterrand a pu rester sur son rôle de président sans trop insister. Il l'avait fait auparavant bilatéral, évidemment. Bon. Alors, en tout cas, la négociation donc, va s'ouvrir à la fin de l'année 90, conformément à la date, sur le traité d'union monétaire, mais le chancelier Kohl dit au président Mitterrand « J'ai besoin d'avoir aussi un traité sur l'union politique ». Et l'année 1990 va être consacrée à la préparation, évidemment, des négociations sur l'union monétaire, mais aussi à la préparation d'une deuxième conférence intergouvernementale sur l'union politique. Et c'est le résultat de ces deux conférences qui, à Maastricht, va donner le traité. Sur la conférence sur l'union politique, le président Mitterrand et le chancelier Kohl ont fait une proposition par lettre à la présidence irlandaise, qui avait suivi la présidence française, et les propositions ont été acceptées au Conseil européen de Dublin en juin 1990, avec un agenda, au fond, qui était attendu, c'est-à-dire la politique étrangère et de sécurité commune, la coopération policière et judiciaire, qui est devenue indispensable avec Schengen en particulier, et la suppression des frontières intérieures, l'Europe sociale, les institutions et l'Europe des citoyens. Alors, ces deux conférences intergouvernementales, elles vont se réunir parallèlement. La conférence sur l'union économique et monétaire confiée au ministre des Finances, la conférence sur l'union politique confiée au ministre des Affaires étrangères. Et le président Mitterrand m'avait dit, et j'étais devenue ministre des Affaires européennes à l'époque, il m'avait dit, vous savez, vous irez dans les deux, parce qu'il n'avait aucune confiance dans les ministres des Finances, même pas dans le sien. Il pensait qu'ils étaient là pour bloquer les choses, et d'ailleurs, il ne s'était pas trompé, parce qu'à plusieurs reprises, on va le voir, ça a failli déraper. Voilà. Donc, évidemment, pour la conférence sur l'union monétaire, il y a eu beaucoup de combats ont été menés, quelquefois des combats d'arrière-garde, d'ailleurs, et beaucoup de péripéties qui, chacune, aurait pu faire échouer la négociation. La principale question était posée par l'Allemagne, et avec elle aussi, il faut le dire, les pays dont la monnaie était arrimée au Deutschmark, dont les Pays-Bas. Et on peut très bien le comprendre. Comment éviter la question? Comment éviter que les États membres du système européen les plus fragiles financièrement, les pays du Sud, les pays du Club Med, comme les appelait méchamment Theo Wegel, ne rendent le système monétaire européen vulnérable et, au fond, ne déchaînent les spéculations. Et donc, on a eu à construire des compromis sur des questions très difficiles. Quelles sont les conditions pour passer de la première phase engagée par la liberté des mouvements de capitaux à la seconde, avec la création de l'Institut monétaire européen, puis à la troisième et dernière phase, qui verrait la disparition des monnaies nationales au sein d'une monnaie unique et la création d'une banque centrale européenne indépendante.
Comment surveiller et sanctionner les dérapages budgétaires générateurs d'endettement excessif? Est-ce qu'il faut créer un gouvernement économique? On ne peut pas faire une union monétaire sans une union économique. Faut-il aider les pays les plus pauvres qui souhaitent accéder à la monnaie unique? Toutes ces questions étaient évidemment extrêmement légitimes et plusieurs projets de traités ont été élaborés à l'époque, notamment, mais pas seulement, par les présidences luxembourgeoises puis néerlandaises. Le projet le plus dangereux a été lancé par le Royaume-Uni dès le début de 1991. Il s'agissait de créer une monnaie commune qui ne remplacerait pas les monnaies nationales. Une telle option aurait évidemment signé le renoncement à la monnaie unique. Elle recelait aussi d'autres dangers bien connus des économistes. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Et ce risque, d'ailleurs, était souligné par la Banque d'Angleterre elle-même, comme j'avais pu le constater en rendant visite au gouverneur de la Banque d'Angleterre. Le problème pour la France, c'était que le ministre des Finances lui-même, Pierre Bérégovoy, aimait bien cette idée de monnaie commune. J'ai donc alerté le président Mitterrand en lui disant, si on fait ça, nous n'aurons pas la monnaie unique. Ce sera un prétexte pour dire. Et c'est le président Mitterrand qui a tranché dans son bureau, en réunissant ses ministres, et en disant, la politique de la France, c'est la monnaie unique, et dans ce domaine, notre allié, c'est l'Allemagne et pas le Royaume-Uni. Alors évidemment, après plusieurs réécritures du projet de traité, c'est seulement quelques jours avant la réunion du Conseil européen de Maastricht, ici même, que la présidence néerlandaise a présenté le projet de traité qui sera discuté. Ce texte précisait les conditions de passage de la première phase aux deuxième et troisième phases, le contenu de ces phases, les critères très importants, on les avait définis, à remplir pour accéder à l'union économique et monétaire. Il accordait un opting out au Royaume-Uni, très importante phase de la négociation. En échange, le Royaume-Uni ne s'opposerait pas au traité. Il aurait pu le faire. Je me demande encore ce qui se serait passé si John Major n'avait pas entre-temps succédé à Mrs. Thatcher, car tout traité est évidemment adopté à l'unanimité. Mais il manquait quelque chose, c'est qu'aucune date n'était fixée pour passer à la troisième phase de l'Union économique et monétaire. Alors j'avais alerté le président Mitterrand sur le danger de devoir repousser indéfiniment ce passage à la troisième phase, et la seule parade était la fixation d'une date qui rendrait la monnaie unique irréversible. Arrivé à Maastricht en avance, ce qui n'était pas dans ses habitudes, le président Mitterrand, la veille donc, a invité à dîner M. Andreotti, et ils se sont mis d'accord pour proposer ensemble la fixation de cette date, fin décembre, 15 décembre 1990, à Rome, sous présidence italienne. Mais pour le chancelier Kohl, ça a été difficile le lendemain matin d'accepter ça, parce qu'il redoutait évidemment l'opposition de la Bundesbank et de son ministre des Finances, et le fait d'abandonner ce principe simple qui avait été celui des négociateurs allemands, c'est-à-dire que le calendrier ne devait pas prévaloir sur les critères de la monnaie unique. Mais le chancelier a fini par accepter, et c'est comme ça que cette date de 99 comme date butoir a été fixée. Sur le traité sur l'union politique, évidemment, on en restait, il faut le dire, grosso modo aux têtes de chapitre, parce qu'il n'avait pas été préparé depuis aussi longtemps que le traité d'union monétaire, mais il avait l'immense mérite d'affirmer la volonté de réaliser une union politique de plus en plus étroite à vocation fédérale, d'ouvrir des voies nouvelles en ce sens, la politique étrangère et de sécurité commune,
pouvant conduire à terme, vous voyez comme c'était prudent, à une défense européenne, une coopération policière et judiciaire, indispensable pour accompagner la liberté de circulation des personnes, la création d'une citoyenneté européenne, permettant aux citoyens de l'Union résidant depuis un certain temps dans un autre pays que leur pays d'origine de voter aux élections locales et européennes, et le renforcement de toutes les institutions de l'Union, principalement par l'extension du vote à la majorité et corrélativement par l'octroi du pouvoir de codécision au Parlement européen. Le président Mitterrand voulait aussi un chapitre social. Et là, ça a été difficile, parce que John Major s'y opposait catégoriquement. Et le président Mitterrand trouvait que le Premier ministre Lubbers était un petit peu trop attentif aux exigences de M. Major. Bon, il a failli partir, hein, quand même, le président Mitterrand. Il avait fait préparer son avion. Et finalement, Jacques Delors a trouvé le compromis, l'opting out social aussi. Et à 2 heures du matin, les chefs d'État et de gouvernement, à commencer par le Premier ministre Lubbers, ont pu annoncer qu'il y avait un accord. Alors, bien sûr, la signature du traité, quelques mois après, le 7 février 1992, n'allait pas marquer la fin des difficultés. D'abord, le Danemark a voté non à la ratification du traité le 2 juin 1992. Le lendemain, le président Mitterrand a annoncé que la France ferait ratifier le traité par référendum, une sorte de réaction. À l'époque, nous étions assez tranquilles, les sondages étaient très bons. Mais l'été a été très difficile. Moi, j'ai parcouru le pays entier pour faire campagne, je dois dire assez seul, hein, au début, pendant tout l'été sur ce traité, jusqu'au moment où le président Mitterrand, alerté par les sondages, m'a demandé de venir le voir le 15 août à Latch, sa résidence de vacances. Et là, il était très fatigué, très malade. Et il m'a dit, comment vous voyez les choses? Je lui ai dit, Monsieur le Président, il faut que vous vous impliquiez personnellement, autrement, ça ne passera pas. C'est ce qu'il a fait avec cette émission de télévision face à Philippe Séguin, qui, je dois dire, a été très correct, et qui a fait que, à 51%, c'est-à-dire vraiment très peu, ce traité, le 19 septembre, le vote s'est produit en pleine tempête monétaire, et dans un contexte de forte montée du chômage. Pourquoi? Parce que l'unification allemande avait contraint, là on peut le comprendre aussi, la Bundesbank à relever les taux d'intérêt, qui avait produit évidemment un ralentissement de la croissance et une montée du chômage partout en Europe. Il faut savoir que la tempête monétaire, elle était menée par des spéculateurs, George Soros en premier lieu, qui en une journée, avaient réussi à vider les réserves de change de la Banque d'Angleterre, parce que qui voulait défendre la livre, et qui avait fini, le gouverneur de la Banque d'Angleterre a fini par renoncer, plus de réserves de change, la livre s'est mise à flotter alors qu'elle était participée au mécanisme de change du système monétaire européen. Et puis, autre avatar, 15 jours après la conclusion du traité de Maastricht, l'Allemagne décidait de reconnaître unilatéralement la Croatie, contrairement à ce qui avait été convenu, c'est-à-dire d'une reconnaissance collective, le principe était admis, et après un accord avec les Nations Unies. Donc, ça partait pas très bien, et déjà, les négociateurs avaient le sentiment qu'il faudrait d'autres traités pour faire face au bouleversement considérable, l'effondrement de l'URSS, puis l'éclatement de la Yougoslavie. Et c'est comme ça que le traité d'Amsterdam, Votre Altesse royale, a fait accomplir des progrès importants, là aussi, quelques années après. Je dis progrès très importants parce que, qui ont une résonance aujourd'hui, puisque c'est dans ce traité qu'on a commencé à être beaucoup plus précis sur les valeurs et les droits fondamentaux de l'Union européenne, qui seront consacrés ensuite, en 2000, dans la Charte des droits fondamentaux, elle-même rendue obligatoire par le traité de Lisbonne.
Et donc, il y a eu, et on s'en souvient hélas, ensuite plusieurs, parce qu'on considérait encore que Amsterdam, qui avait eu le mérite de réunifier les deux piliers là, qui étaient restés intergouvernementaux, Amsterdam était encore insuffisant face à ces bouleversements, d'où le traité de Nice qui était un mauvais traité, et puis ensuite le projet de traité constitutionnel que la France et le Royaume-Uni ont rejeté et qui a ensuite été rattrapé par les cheveux, comme on dit, dans le traité de Lisbonne. Il y avait une fatigue institutionnelle après la cavalcade de la décennie glorieuse de la présidence Delors, 85-95. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est toute l'actualité du traité de Maastricht. Que se serait-il passé lors de la crise de 2007 et 2008 si nous n'avions pas eu la monnaie unique? Comment est-ce que nous aurions passé cette épreuve terrible qu'a été le Brexit si nous n'avions pas eu cette solidarité construite par les fonds structurels, la cohésion économique et sociale, et qui a fait que, tenu par cette solidarité commune et ses intérêts aussi communs, l'unité européenne s'est renforcée après le Brexit, même si encore ça reste évidemment à nos yeux, à tous, une tragédie. Et puis, parce que nous avons pris conscience de l'importance des valeurs européennes, et parce que le traité de Maastricht, 30 ans après le refus par la France, par le Parlement français, de la Communauté européenne de défense, a été le premier texte dans lequel on a recommencé à envisager une politique étrangère et une défense européenne qui, aujourd'hui, paraissent évidemment encore plus nécessaires et indispensables. Alors, ce que j'espère seulement, c'est que la guerre en Ukraine, qui a soudé les États membres de l'Union européenne entre eux encore plus que ne l'avait fait le Brexit et les attaques de M. Trump. J'espère que cette guerre en Ukraine, où nous aidons l'Ukraine, ne nous fera pas perdre de vue les valeurs fondamentales qui sont les nôtres. Et là, nous avons une échéance dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà, sur ce que nous allons dire collectivement à la Pologne. J'espère que l'esprit de Maastricht animera et nos partenaires polonais et les autres États membres pour que nous puissions, Votre Altesse royale, faire prévaloir à nouveau cet esprit qui a fait prospérer cette grande idée. C'est Erasme, évidemment, qui est le premier père fondateur de notre Europe. Et je suis heureuse ici, en votre présence, Madame, de dire à quel point nous mesurons toute l'importance de l'apport de votre pays à cette grande œuvre commune. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment. C'était intelligent, on s'y attendait, mais c'était émouvant, marrant. À partir de maintenant, chaque fois que je dépense de l'argent, je vais me dire « Ah, mais je ne dépense pas 1 euro, mais c'est les perles coloriées du Club Med ». C'est intéressant. Et maintenant, je comprends aussi pourquoi la reine Béatrice, dans le temps, a dit « Vous pouvez supprimer mon portrait de cet écu, puisque c'était des perles du Club Med ». Votre Altesse royale, Excellence, je propose qu'on va écouter un tout petit peu de musique de ces débuts, ces premiers jours du traité de Maastricht. On va se souvenir à quel point on était jeune et beau,
Certains d'entre nous n'étaient pas encore nés. Et puis, on va commencer les questions et vos réponses. Elio Nanja Luxemburg. Merci beaucoup. Before I give the floor to all of you, one question. You've spoken a lot about the European values, and I'm very glad that you have brought us some optimism, because these are days that we all tend to be slightly pessimistic. You see that there is more union in our European Union when we face these crises that you talked about. At the same time, what I wonder is the geopolitical landscape has changed completely since February 24th. So how do you see Europe now? I mean, we have Europe, the United States, Russia, China. After Brexit, are we still strong enough, united enough to face these huge powers? And especially, you mentioned Poland. If we sort of compromise on our values, would that be a threat? Bon, je crois que l'Union européenne est mieux armée qu'elle ne l'a jamais été pour défendre ses valeurs et ses intérêts. Sa valeur et ses intérêts. Qui, par rapport aux États-Unis, sont, évidemment, nous avons une communauté de valeurs, en tout cas avec l'Amérique de M. Biden. Nous avons des intérêts communs, mais ils ne sont pas exactement identiques. Nous ne sommes pas comme les États-Unis, obnubilés par le rapport à la Chine. Nous pensons qu'il faut être ferme, par exemple vis-à-vis de l'expansionnisme chinois en mer de Chine, qui n'est pas une bonne chose, mais nous avons là aussi des intérêts à défendre. Donc je dirais une autonomie stratégique, je crois que c'est un terme qui maintenant est accepté par tous, dans une alliance renforcée avec les États-Unis,
pour la sécurité européenne, c'est de toute façon indispensable, car la sécurité de l'Union européenne par rapport à des attaques venant de l'extérieur ne peut être assurée que dans le cadre de l'Alliance atlantique, nous le savons tous, et en même temps, l'Union européenne a aussi des intérêts de sécurité à défendre, notamment en Afrique, dans le Sahel, au Proche et au Moyen-Orient, qui n'ont pas la même priorité pour les États-Unis d'Amérique. On l'a vu quand le président Obama, la veille d'une intervention contre les bombardements chimiques, a décidé d'arrêter. Donc je crois que cette prise de conscience, elle est récente. Mais elle est plus forte aujourd'hui, me semble-t-il, qu'elle n'a jamais été. Donc elle pousse, vous voyez, à trouver des terrains d'entente avec nos partenaires américains en premier lieu, mais à ne pas se laisser absorber ou être à la remorque non plus des intérêts américains qui ne coïncident pas toujours fortement avec les nôtres. J'ajoute que la crise, la tragédie que nous vivons en Ukraine a donné, d'abord a renforcé l'Alliance atlantique, c'est une bonne chose, mais aussi a donné un coup d'accélérateur à l'idée, au fond, de la défense européenne. Je vois l'augmentation... Oui, avec le Danemark, c'est évident. Oui, alors le Danemark vient de voter, ce qui est extraordinaire, enfin, c'est inimaginable, il y a encore 3 mois. Bon. Tous les budgets militaires ont augmenté. Alors, évidemment, il faut souhaiter qu'on mette un jour fin à la course aux armements, mais enfin, c'est quand même nécessaire dans l'Union européenne. Et j'ai vu avec beaucoup de bonheur les informations transmises par l'ambassadeur de France, Louise Vassy, sur le séminaire gouvernemental qui, pour la première fois, au mois de mars dernier, a eu lieu entre la France et les Pays-Bas. Parce que là, on voit qu'il y a entre nos deux pays une entente qui n'a jamais été aussi forte. Et sur des sujets sur lesquels nous n'étions pas absolument d'accord. Bon. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que la dynamique est favorable à l'intérieur de l'Union européenne. Alors, reste la question des valeurs. Naturellement, l'attitude du Premier ministre hongrois, bon, condamnée par tous d'ailleurs, non seulement sur les valeurs européennes, mais sur l'appui qu'il continue à apporter au gouvernement autocrate. Pour la Pologne, c'est quand même différent. D'abord, ce pays joue un rôle particulier pour l'accueil des réfugiés ukrainiens, qui ne va pas se tarir du jour au lendemain, parce que cette guerre sera longue. On commence à en prendre conscience. Quand vous dites longue, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, mais Des années, vous pensez? Je n'en sais rien, personne n'en sait rien. Mais ce qui est vrai, c'est que ce qu'a fait la Pologne, ce que fait la Pologne là, est évidemment considérable face à cette tragédie inouïe, face au courage de ce peuple ukrainien. C'est quelque chose d'inouï, ça. Au fond, si la nation ukrainienne n'existait pas, comme le dit M. Poutine, ben cette guerre l'aura fait exister, au vu et au su de l'ensemble des responsables. C'est absolument évident. Et donc, voilà, et je pense que nous tous qui avons été, au fond, trop tolérants, sans doute, au moment de l'annexion de la Crimée, en 2014, je pense que nous avons compris à quel point cette guerre nous imposait d'être solidaires, d'abord autant que nous le pouvons, de l'Ukraine, en faisant attention, parce que là encore, nous ne sommes pas exactement dans la même position que les États-Unis. Si cette guerre, personne ne le souhaite, dégénère, c'est nos pays qui seront les premières victimes. Voilà, donc, et c'est ça qui est en balance dans la discussion actuelle, mais je crois franchement, j'espère que nous arriverons à faire comprendre au gouvernement polonais actuel qu'on ne peut pas transiger avec l'état de droit. C'est un trésor que nous avons, nous. L'indépendance de la justice,
le fait qu'on respecte les droits humains, la pluralité des partis politiques. Voilà. Alors, je suis peut-être trop optimiste, mais enfin, vous savez, dans les descriptions que j'ai faites, je vois que les difficultés que nous avons surmontées à l'époque, que nos dirigeants ont surmontées, je pense qu'ils doivent pouvoir être capables de les surmonter à nouveau et de faire entendre raison, de faire prévaloir l'esprit de Maastricht. Voilà, hein, dans les jours qui viennent. Alors, je pense qu'il y a un jeune étudiant qui a préparé une question pour nous. Voilà. Je mag gaan staan en je mag je voorstellen en je vraag in het Engels stellen. Hello, thank you very much. I'm grateful to be here. My name is Reed. I'm currently studying human and urban studies at University College Maastricht. And my question is, what are the leadership qualities and skills that you feel important that make them effective leaders? Because we've been talking about history of the making of the Treaty of Maastricht, but I'm very curious about your leadership's experience, and also it's really nice reflection after these 30 years after the Treaty of Maastricht was founded. Thank you very much. C'est une question excellente parce que ça m'a frappé à quel point vous pensez que vous avez démontré que les développements économiques et politiques dépendent des personnalités. Donc la psychologie d'un leader, c'est quoi? D'un bon leader, disons. Chacun a sa personnalité. Peut-être que celles et ceux qui font avancer les choses sont celles et ceux qui ont à cœur de comprendre les intérêts des autres. Voilà. C'est comme ça qu'on avance. Moi, je dirais que c'est une valeur féminine. Oui, enfin, ce n'était pas la valeur de Mrs. Thatcher, hein, ça je peux vous dire que... je crois que... Mais elle était formidable. Moi, le président Mitterrand l'aimait beaucoup, finalement, parce que les discussions avec elle étaient passionnantes. Moi, j'ai eu le privilège d'assister à ça, muette, évidemment, mais c'était extraordinaire. Elle avait un esprit extrêmement vif. Elle était très obstinée, c'est vrai. Mais comme a dit un jour, au sommet de Fontainebleau, le président Mitterrand, qui était excédé quand même, il a dit... elle a les lèvres de Marilyn Monroe et les yeux de Caligula. Et disons qu'elles sont donc, pour répondre mieux, donc bien comprendre l'autre, bien comprendre les intérêts de l'autre, et puis après, trouver un compromis ou bien quand même essayer que chacun fasse un pas vers l'autre, parce que ça n'est qu'une histoire de compromis successifs, hein, notre Europe. Sinon, si chacun reste sur ses certitudes, ça ne peut pas avancer, c'est pas possible. Donc, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'au fond, si à cette époque-là, on a avancé, et ça a été la même histoire après, c'est parce qu'à l'époque, François Mitterrand et Helmut Kohl, et les autres aussi, ont fait des sacrifices de politique intérieure. Ce n'est pas facile de faire comprendre l'Europe à l'opinion publique. On est instinctivement porté à se raccrocher à ce qu'on connaît le mieux, évidemment, et à ce qu'on aime par-dessus tout. Et il faut se souvenir que dans notre Europe, qui est un objet politique original, comme disait Jacques Delors, la démocratie reste dans le cadre national, principalement. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à faire coïncider. Et chaque compromis, chaque ratification est une victoire. Et c'est pour ça que l'état de droit, le respect de l'état de droit, le respect de la parole donnée est si important. Parce que si on considère, comme en France, l'extrême gauche et l'extrême droite le disent, que l'on peut revenir sur la parole donnée, c'est-à-dire sur la signature d'un pays en bas d'un traité important, unilatéralement, sans en discuter avec les autres, il n'y a plus d'ordre international possible. C'est fini. Or, c'est ça l'état de droit. Revenir, remettre en cause ce qui a été accepté auparavant, en l'occurrence la Charte des droits fondamentaux. Merci. Encore une seule question. Just one more question.
Est-ce que, avec les événements qui se sont passés ces dernières années, est-ce que vous pensez que l'Europe doit devenir plus indépendante? Par exemple, par rapport à ces sources d'énergie qui viennent largement de la Russie, ou la défense aussi, parce que les États-Unis sont nos alliés, mais peuvent aussi déstabiliser quelques régions. Et voilà, est-ce que vous pensez que nous devons renforcer être plus autonome en tant qu'Europe? Certainement. Ceci dit, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça se construit. Là, vous avez vu que ces 2 derniers jours, la décision a été prise par la quasi-totalité des pays membres de l'Union européenne de se passer du pétrole russe. Il faudra arriver à construire la situation qui nous permettra de nous passer du gaz russe. Mais ça ne pourra pas se faire comme ça. Hein. Donc, j'ai vu d'ailleurs que dans les projets de la France et des Pays-Bas, lors du dernier séminaire gouvernemental, on a beaucoup insisté sur la coopération en matière d'énergie, justement. Donc c'est ça, il faut de la patience, voilà. Il faut de la patience pour faire l'Europe. Alors, ça, peut-être que c'est une vertu plus féminine, en effet. Encore, peut-être pas encore pour Madame Thatcher. Je vous remercie infiniment. Merci d'être venu. Merci d'avoir partagé ces souvenirs. Et restez encore un tout petit moment avec nous. Your Highness, Your Excellencies, ladies and gentlemen, this is the ending of the official part of today's event. And the social part will start now, which is also a great quality of Maastricht. I would like to ask Her Royal Highness, Princess Beatrix, Madame la Ministre Guigou, and the other guests of honor to rise. They will be guided to a special corner of the church. All the other honorable guests, please stay seated for a minute, after which I warmly invite you to the reception in this part of the church. Thank you all very much. Congratulations, Mathieu Zegers en Studio Europa Maastricht, Prinses Beatrix. En als ik iets mag zeggen, ik heb heel veel schrijvers en denkers de afgelopen tijd gevraagd, wat is nou Europa? En ze zeiden altijd diversiteit in eenheid. En als ik denk aan culturele diversiteit en uw hart daarbij, dan moet ik ook even denken aan Prins Claus, het Prins Claus Fonds, zijn liefde voor diversiteit. En hoe prachtig deze lezing en het Prins Claus Fonds, uw beider gedachten, goed zal altijd voortleven. Maar voor die tijd komt u nog eerst een paar decennia naar Maastricht. Thank you very much. Vive la princesse, vive Maastricht, vive l'Europe unie.